vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à avoir de connaissances préalables. Juste peut-être attirer votre attention, votre regard sur quelque chose de différent, voilà, comme votre responsable disait, pour vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Tout d'abord, avant de commencer, donc il y aura beaucoup d'images, ne vous inquiétez pas, vous pouvez intervenir, interrompre si vous avez des questions, les garder par la suite. Et à ce moment-là, nous conviendrons donc d'échanger librement entre nous. Tout d'abord, je voulais vous attirer votre attention sur la définition de beauté. Nous, on va s'occuper aujourd'hui surtout du point de vue esthétique, bien que cela puisse toucher d'autres domaines. Vous l'aurez peut-être vu dans vos études précédentes, en philosophie, en histoire de l'art en général. Et donc, je vais vous proposer la définition du Littré, que la beauté, en général, la qualité de ce qui vaut, la beauté idéale. Il appartient à l'esprit, c'est-à-dire à l'entendement de juger de la beauté, parce que juger de la beauté, c'est juger de l'ordre, de la proportion, de la justesse. Donc on parle de beauté souvent quand on parle des attraits, en parlant d'une femme, ou bien d'un objet qui est beau, qui a le pouvoir d'attirer les regards, l'admiration, de tout ce qui est le regard. Par exemple, une œuvre d'art. Vu le temps que nous êtes partis, nous nous limiterons, nous ici, à une représentation de la beauté telle que cela apparaît dans l'histoire iconographique, des images, donc, surtout visuelles, du corps de femmes, donc, et qui ont traversé l'histoire des siècles, du moins de la culture occidentale. Donc, il ne s'agit pas des conseils de beauté, mais vous vous intéressez plus beau à la femme, j'imagine. Et en laissant de côté l'imagerie religieuse, le multiple Vénus que vous avez peut-être pu voir dans votre scolarité, j'avais déjà dans votre bagage culturel, des images de femmes qui sont rattachées à un contexte très spécial, très riche. Voilà, nous le laissons de côté parce que nous ne pourrons pas le traiter là aujourd'hui. Nous nous concentrons donc sur des sculptures, des peintures, de photos, des images. Il s'agit parfois de corps, parfois de visages, de gestes, parfois d'habillement, parfois d'activités dont les femmes sont en train de faire. Bonjour. Et en tout cas, tout cela nous ramène donc au symbole de la femme, de son corps et comme idéal de beauté. Ce qui a changé, bien sûr, dans les siècles, dans les époques et selon les différentes causes. Donc, c'est à partir de là que nous commençons notre petit excursus et tout cela, voilà, en son départ. Alors, d'abord, je commence avec la première image de beauté féminine que nous avons. Alors, c'est, comme vous avez bien compris, tout ça est relatif, hein, c'est une photo d'une sculpture sur os. Donc, c'est tout petit en fait. Et c'est la première image de femme que nous avons, elle est appelée Vénus, vous voyez, comme la déesse de la beauté. Et ça remonte à il y a 3000 ans. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les yeux, la bouche, le nez. Non, c'est normal, il n'y en a pas. Moi non plus, je n'en vois pas. C'est plutôt l'image d'un être humain féminin. On comprend que c'est un être humain, évidemment par des attributs, des seins très généreux, un ventre aussi, des jambes un peu hypertrophiées. Et on sait que, en fait, tout d'abord c'est un repère, mais qui nous dit que cet objet n'avait pas une fonction de représenter la beauté, mais la fertilité. C'est-à-dire, ce qui était important pour cette époque, c'était donc d'avoir un être qui pouvait assurer la reproduction, qui pouvait donc enfanter et assurer la survie de l'espèce, qui était évidemment, à cette époque, vous voyez, dans le paléolithique, saison primitive, voilà, il fallait quand même pouvoir survivre. Et la femme était ce qui était essentiel, et son image aussi, c'était la fécondité, la prospérité, et aussi une sorte de porte-chance. On pouvait le porter comme, voilà, accroché comme une sorte de collier, en fait. Et donc, plutôt que de l'image de la beauté, on peut dire que c'était une idole, qu'on adore, qu'on vénère, parce que ça porte chance. Dans le temps, ça s'est amélioré. On a trouvé une autre image de femme, une femme
que vous pouvez voir au musée du Louvre, bien sûr, c'est Nefertari. Cette sculpture sur bois que vous voyez est la première image accomplie en fait d'une femme. Donc je vous ai dit peut-être au début qu'on parlera plutôt de beauté dans le sens plutôt du monde occidental. Néanmoins, on fait quelques références au passé et en particulier à l'Égypte, parce que l'Égypte c'est celui qui a eu le plus de relations commerciales, économiques avec la Méditerranée. La Méditerranée est donc le monde occidental qui remontait vers l'Europe centrale et du Nord. Et bien là, on peut voir déjà les sourcils, les yeux, la bouche, c'est-à-dire c'est déjà commence à être défini. Est-ce que vous savez ce que c'est, ces chapeaux qu'il y a sur la tête, que la dame a sur la tête? C'était une déesse à l'époque, elle était très très aimée. C'est une couronne, oui, et c'est qui pend. Des pharaons, des femmes de pharaons. C'est tout, oui, mais des cheveux. C'est des cheveux, oui. C'est des cheveux tressés. Des cheveux tressés, ce qui n'est pas négligeable à cette époque. C'est-à-dire, on sait que les femmes elles avaient des cheveux très crépus à l'époque. Ils avaient beaucoup de mal à se coiffer, vous voyez. Et donc, les tresses, en tout cas ramasser les cheveux, c'était un des premiers gestes de beauté, au final. C'est-à-dire de présenter son visage libre. C'est très délicat, vous pouvez quand même, je pense que vous voyez, moi je le vois correctement, je ne sais pas après parce que je vois que j'ai qu'une vision latérale, je pense que vous voyez comme moi. C'est un modèle africain, une femme très élancée, mince, voilà, elle n'a pas un sein important, un ventre assez plat, vous ne voyez pas derrière, c'est des fesses rebondies, c'est fait exprès, et en fait elle est habillée d'un voile, on pourrait dire, en veste en lin, très 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 souple, qui laisse entrevoir, donc c'est fort. Et encore une fois, évidemment, vous avez compris qu'à l'époque, il n'y avait pas de modèle spécialisé, enfin, il n'y avait pas de top modèle qui venait poser pour le sculpteur, mais on s'inspirait d'une beauté qui pouvait être, donc une beauté parfaite. À cette époque, surtout en Égypte, justement, le corps de femmes, les soins du corps étaient une occupation très importante, pas pour les esclaves, bien sûr, mais enfin, néanmoins pour les femmes de certaines classes sociales, les sacerdoces aussi. Ça, c'est le Nefertiti. Et du point de vue de l'histoire de l'art, on pense carrément que c'est un faux, mais néanmoins, ça permet de faire une synthèse de ce qui était pour cette époque, on est en 1500 avant Jésus-Christ, l'idéal de beauté. Une femme jeune, avec, vous voyez, c'est du maquillage, que vous voyez autour des yeux, col, beaucoup, des yeux très grands, et ils avaient de la poudre, un peu comme du fard, ou le beau se maquiller, voilà, à l'époque. Et ils étaient aussi habillés, hein, très belles, mais c'était aussi un symbole de pouvoir. Ce qui était l'attrait, donc féminin par excellence, c'était le regard. C'est un modèle générique qui était reconnu comme beau. C'est encore une fois un symbole. On ne sait pas vraiment si Nefertiti à l'époque était comme ça. On suppose que non, vu le reste, hein, qu'on a trouvé les ossements, notamment au niveau du nez, beaucoup plus aquilin, beaucoup plus imposant. Donc moins équilibré, cette statue en bois peut nous le présenter. En tout cas, nous retiendrons l'idéal de beauté et une tentative de perfection. Cette tentative est transmise jusqu'au monde grec. D'accord ? Nous n'avons pas vraiment tout à fait des sculptures grecques qui nous permettent de voir ça. C'est surtout des copies romaines que nous avons retrouvées, qui nous ont permis justement d'avoir une idée de ce corps. En fait, on pourrait dire, on sait que c'est une femme pour la coiffure, mais en fait, ce qui nous fait penser qu'on est enfin dans la Grèce avancée, c'est qu'elle a sa tunique à la main. C'est un premier modèle, c'est très rare, c'est un des premiers modèles, parce que normalement les femmes grecques, quand on le voit dans les images, les rares images qu'on a,
c'est des femmes habillées. Habillées avec leur tunique, bien sûr, une tunique très légère qui laisse entrevoir le corps, le mouvement du corps, un corps très athlétique, très harmonieux, très proportionné, mais pas forcément féminin. Il y a juste une évocation de direction, mais pas un mouvement. La beauté, à cette époque, n'était pas une personne. Enfin, la beauté féminine n'était pas une personne en particulier, c'était l'exercice physique. Et donc, cette harmonie du corps. Cette idée d'harmonie du corps, voilà, survécu. Il y a une faute, c'est Vénus, ça c'est pas Vénus, de Milo. Ça a survécu jusqu'à l'Empire romain, qui reprend ses formes en accentuant un peu plus le caractère féminin, notamment les seins, les mouvements du bassin, du cou, beaucoup plus long. Un cou long, on n'est pas sûr en réalité que ce cou long existe, peut-être pas, mais pour la proportion, c'était sans aucun doute ce qu'il y avait de mieux, un peu comme si on employait Photoshop aujourd'hui, pour avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il y a un mouvement dans les cheveux, chose qui n'était pas avant, donc on sait bien que il y avait un soin particulier voilà, des cheveux. Elle est pas habillée, mais c'est un modèle. Donc au final, on sait que ce n'est pas une femme identifiée ou identifiable. C'est un idéal, encore une fois. Tout se complique. Non, pardon, je me suis trompée d'âge. Je vais vous montrer encore une femme en fait qui est dite l'européenne, qu'on aurait trouvée évidemment dans un trousseau funéraire en Égypte, et qui évidemment rappelle absolument l'Empire romain, la mort de l'Empire romain, une femme qui est soignée, cheveux tirés, avec un peigne, vous le voyez, avec un peigne qui tient ses cheveux, les yeux maquillés, regardez, est-ce que vous paraissez proportionnels, les yeux par rapport au visage? Ils sont énormes, vous avez vu, ils sont maquillés, là aussi avec du col, les sourcils sont bien marqués, et elle est pareil d'ornement, et les oreilles qui sont quand même assez grandes, hein, comme pas. Et elle a des boucles d'oreilles, elle a des bijoux, ça ne se voit pas exactement, mais on sait qu'elle était bien habillée. Évidemment, tout ce que nous retrouvons là, exactement comme chez les Grecs, chez les Égyptiennes, pardon, c'était pour se préparer à la mort très belle. Hein. Comme je vous disais, ça se complique un peu vers le Moyen-Âge, parce qu'on n'a plus accès à une dimension corporelle sensuelle, même pas une évocation. Les femmes sont habillées, elles doivent faire quelque chose. Par exemple, celle-là, elle joue de l'art. Ces robes très luxuriantes, on ne les voit pas, c'est des tissus très précieux, avec des fils d'or aussi, couvrent une femme qui est très blanche. Elle est très pâle, on insiste beaucoup sur la pâleur, qui était proche du blanc, le blanc étant le symbole de la pureté. Et évidemment, une femme jeune et pure, parce qu'il fallait bien citer sur l'idéal de beau était quelque chose de jeune, qui était entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est un caractère fondamental. Elle a un front très très spacieux. Elle n'est pas née comme ça. Les femmes à partir de cette époque commencent à s'épiler les fronts. Ça permettait, et oui, c'est douloureux, je vous dis pas, je le faisais à la chaux, je passe sur le détail, peut-être ça avec des... Voilà. Oui, mais il n'y avait pas des centres esthétiques hein, qui s'occupaient de ça. C'était très à la chaux, vraiment, avec de baumes plus ou moins efficaces ou douloureux. On pouvait être brûlé, tout simplement. Et en fait, ça servait, ça avait une utilité bien pratique, d'une part montrer qu'on était toujours jeune, et d'autre part mettre en relief le regard. C'était quand même quelque chose de très important. En ce qui concerne les formes, vous avez vu, il y a le front épilé, pas seulement ça pour faire jeune, mais aussi une corpulence, enfin, pas trop épaisse, vous voyez, très menue. Très menue. Il faut que tout fasse très très adolescent. Pas dessin en vue, c'est pas vulgaire. La seule chose qu'on retrouve, par exemple, dans ces jeunes femmes libies, un des rares nus
C'est toute une série, hein, ça s'appelle le muscle de Crana. Et là, on s'est rendu compte de ce qu'à peu près était dans l'imaginaire sous le vêtement de cette femme jeune, une jeune fille. Vous voyez aussi qu'il y a une nouveauté qui apparaît, parce que dans l'autre on ne le voyait pas, c'est les cheveux. La couleur des cheveux commence à s'éclaircir. Une beauté parfaite devait être claire de tout point de vue. La peau pâle, voilà, de telle manière, des gestes plus ou moins naturels, et voilà, surtout pour mettre en valeur donc, cette pureté. Et cette pâleur était symbole de vertu. Même quand elles sont sérieuses, à la fin du Moyen-Âge, vous savez que le Moyen-Âge c'est une période très très longue en fait. Et donc, à part les images utilisées du début que je n'ai pas sélectionnées pour vous, parce que c'est des peintures qu'on n'a trouvées que sur des tissus en fait, des tapis, hein, la plupart donc en fait, c'est juste la stylisation d'un homme et une femme. Pour le reste, au fur et à mesure qu'on avance, voilà, même les femmes qui veulent faire un peu plus mûres, c'est le cas hein, des Bossiani, ils suivent la même règle. C'est très, très canonisé. Elle aussi, bien qu'elle ne soit pas si jeune que ça, elle veut faire jeune. Elle s'épile de front, elle est habillée très bien. Évidemment, elle a des colliers, elle, par rapport aux autres. Une sorte de voile, dans un édifice religieux. Et elle met en exergue son regard. Elle lit en même temps. Elle est plus si jeune que ça, elle ne se concentre pas sur la nature. C'est-à-dire, elle lui sert pour lire. Nous avançons petit à petit vers une évolution donc du modèle du Moyen-Âge. Il y a toujours une jeune fille, bien sûr. Les filles sont toujours jeunes. Actuellement, pour représenter la beauté, il y a personne qui prend des gens un peu plus âgés. Donc il faut croire que la jeunesse était un critère essentiel pour se définir beau. Et petit à petit, la pâleur commence à disparaître, légèrement, traité. Le regard devient plus intense. Le front haut est quand même coupé par d'autres signes ou décorations. Le col, il commence à s'allonger. Les proportions seront plus harmonieuses. Les doigts sont très élégants et bizarrement très longs pour l'époque. On ne sait pas, en principe, on sait que les articulations n'étaient pas si avancées que ça à l'époque. Et regarde donc quelque part, les épaules sont tombantes, et la nerf a quand même une nerf naturelle. Voilà, déjà. Pour arriver petit à petit à ce que la Renaissance voudra comme modèle de perfection, un modèle de visage symétrique. Ce modèle de jeune femme, j'ai pas choisi une femme très célèbre exprès, parce que je me suis dit que d'autres femmes, vous les connaissez très bien, la Joconde ou d'autres, des Vénus de Milo, des Vénus après par Saïd de Botticelli, etc. Et bien, regardez son visage. On dirait qu'on peut le partager en 3 parties parfaites. Le haut, avec les yeux, moitié des yeux, le nez, et en dessous du nez jusqu'au menton. Le cou est très élancé et raffiné. C'est ce qu'on appelle la beauté parfaite, qu'on recherche encore aujourd'hui, et où il y a une distance égale entre les deux yeux de pupille, le côté entre les yeux et la bouche, de démensuration, vous voyez, qui avait déjà fait parler beaucoup de savants à l'époque, dont Léonard de Vinci, que vous connaissez sans aucun doute. C'est peut-être ça l'image célèbre que vous connaissez, dans tous ces lots. C'est pas une femme, c'est un homme. Mais c'est l'homme, l'humanité en général. Les proportions attribuées à cet homme valent aussi pour une femme. Un corps, pour être beau, doit être harmonieux et doit naître naturellement parfait. Donc avec la distance, ils sont énumérés. Il y a de nombre de traités à cette époque dans lesquels vraiment on exprime ce qui est la mensuration idéale. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous très minces par rapport à l'époque. Paraît-il, voilà, la mensuration était beaucoup plus importante. Et sur le symbole de femme,
Vous avez une question pour tout à l'heure, peut-être? Vous voulez vous la marquer vous... Donc, mais encore une fois, on est toujours à la recherche d'un idéal de femme, de quelque chose qui puisse paraître beau. Alors finalement, quoi de mieux que trois grâces? On retombe donc dans la... Nous sommes vraiment dans le moment le plus important de la Renaissance. Voilà, c'est Raphaël, c'est trois grâces de Raphaël. Et son statuaire. Encore une fois, on essaye de poursuivre les mensurations parfaites de ces femmes qui sont quand même des femmes normales par rapport à ce que nous voyons. C'est familier, vous voyez, les seins sont couverts, les fesses sont harmonieuses, un ventre qui est quand même généreux mais plat, et des cheveux blonds-rouges. C'était l'introduction pour les femmes qui voulaient être très belles à l'époque. Il fallait voir les cheveux rouges vénitiens. Ce rouge vénitien, c'est une sorte de blond. Là aussi, voilà, il fallait s'imbiber les cheveux pendant 2 heures au soleil pour que ça change, voilà, avec de la chaux, encore une fois, qui a beaucoup de vertus, hein, que ça ne change pas de couleur. Cette beauté statuaire qu'on admire comme un symbole, comme une image, a aussi l'équivalent à la même époque environ chez Rubens. Qui lui aussi a voulu représenter trois grâces, mais vous voyez dans les modèles de femmes qui l'entouraient, des femmes beaucoup plus généreuses, plus libres, dans les seins, le ventre, voilà, les cuisses. Ces femmes s'amusaient davantage, mais toujours vous verrez que le teint est clair, c'est une beauté quand même assez claire, c'est pas du tout méditerranéen comme on pourrait l'appeler aujourd'hui. Encore une fois, c'est une présence de rouge, de blanc, qui était l'essentiel, voilà, l'essentiel pour avoir le droit de paraître sur le tableau. Il n'y avait pas beaucoup de femmes brunes. Et s'il était, ils étaient quand même éclaircis par rapport aux tonalités que le peintre pouvait mettre. Il fallait quand même flatter. La plupart étaient des mannequins. Donc, la nouveauté, c'est que la transition s'est faite donc avec Rubens, qui lui, hein, il appelle au sens, à la sensualité. Il appelle le spectateur, il appelle le regard. Tout le monde est concerné, on ne sait pas pourquoi, mais bon, nous regardons. Et vite, on passe donc au modèle du XVIIe siècle. Non, pardon, je vais sélectionner quelque chose d'autre pour vous. Donc, il y a des femmes, surtout en Hollande, je parle de l'Europe du Nord. Cette image que j'ai trouvée, c'était pour vous montrer que, effectivement, il y avait une partie, quelque chose de généreux qu'on a vu tout à l'heure, et quelque chose en fait, qui n'était pas la réalité, en fait. La réalité était plutôt, voilà, une femme qui s'occupait de sa maison, qui était stricte, comme l'épouse d'Henri VIII, par exemple. Un regard sévère, mais des proportions toujours respectées, pas une beauté esthétique dans le sens que nous l'attendons, voilà, mais une régalité d'image. Chez le peuple, c'est pas pareil. Chez le peuple, c'est pas pareil. On ne fait pas attention, par exemple, comme dans la photo précédente, que vous avez vu, un corps très serré, très strict, tout est laissé en liberté. Donc, par exemple, on commence effectivement à repeindre les gens du peuple. Parce que la laitière en étude, mais elle est passée à l'histoire. Elle était ce que du plus naturel on pouvait voir à l'époque. Elle travaillait, elle s'occupait de soi, elle ne regardait pas trop comme elle était habillée. Mais c'est un modèle de beauté simple, ce qu'on appelait à l'époque. Simple parce qu'elle n'appartenait pas à la classe d'or, tout simplement. En France, c'est un peu différent, parce que c'est la transition entre le XVIIe et le XVIIIe. On commence donc, pendant le siècle des Lumières, on va dire, une révolution. Évidemment, la beauté aussi commence à devenir un sujet de réflexion. C'est l'époque des Lumières, en tout cas, des philosophes, mais eux aussi commencent à s'intéresser à cette problématique. Qui évidemment n'est pas
passionnante, encore aujourd'hui, on fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qu'on arrive à voir avec cette beauté spontanée, avec un teint de porcelaine, des lèvres douces. Il fallait donner l'idée voilà, de naturel, mais de sophistiqué en même temps. On entrevoit le col du pied, le début du poignet, par exemple, le début de la poitrine aussi. Et les images commencent donc à se personnaliser. Et les cheveux se veulent plus naturels, mais toujours composés. C'était un peu dépeigné, mais organisé. Pour nous, ça nous paraît très peigné, mais à l'époque, voilà, c'était avec des petites boucles, donc c'était un peu libre à la coiffure. L'image de la femme naturelle aussi apparaît, enfin on en voit moins. C'était l'époque où on pouvait appliquer de mouches, c'est-à-dire de beauté sur le visage, de petits morceaux de tissu qu'on collait sur la peau, parce que ça attirait les regards des gens simplement, et notamment du sexe masculin. C'était très social. Marie-Antoinette elle-même, je ne voulais pas mener, elle a beaucoup posé à cette époque, mais bon, c'était reine, et comme je vous dis, la beauté des reines, des déesses, etc., ça mérite vraiment notre espace. Elle-même, elle s'est fait peindre en chemise, donc pas nonchalante, mais enfin moins stricte dans son garde-robe que ce que appartenait à une reine. Nous avançons dans une époque qui est beaucoup plus pragmatique et pratique. C'est le 19e siècle. 19e siècle, sans aucun doute dit, c'était l'époque de la bourgeoisie. À l'époque, la bourgeoisie commence à s'affirmer, des gens aussi qui ont des biens, qui peuvent se faire peindre, évidemment. Et quelle image nous voulons faire passer à cette époque? Eh bien, vous voyez, ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt une femme vertueuse que désirée. C'est une femme, toujours, vous remarquerez, le corps laiteux, toujours très blanc, une corpulence qui est le signe des maternités satisfaites et satisfaisantes. On porte quand même des corsets encore à l'époque, et voilà, elle est concrète, elle nous donne l'idée d'une femme qui sait ce qu'elle veut, voilà. Commence à s'affirmer, à regarder, vous voyez, elle se maquille, elle porte des objets. À cette époque que je ne voulais pas amener, il y avait quand même une opposition à cette femme, et c'est la femme maladive. C'est ce que vous avez peut-être vu pendant la période du romantisme, l'idéal d'une femme un peu malade. C'est des scènes de folie que vous avez surtout à théâtre, dans les romans, des femmes de Tizi, qui voilà, elles ont des problèmes de santé et qui sont proches de la mort, donc dans ce sens charmant. Et puis, c'est un manifeste esthétique exprès en opposition donc, à la bonne santé, à le bon point de la dame bourgeoise de l'époque, de modèle, encore une fois. Mais voilà, c'était quelque chose de très apprécié. Enfin, ça, c'était la partie la plus appréciée, on va dire. Des femmes commencent à s'intéresser, surtout à Paris, le travail, au bar, au Folies Bergère, voilà, des pimpins, etc. Des femmes qui sont très belles, très fines. On revient à la fin du 19e vers un idéal de femme qui est beaucoup plus mince, très très soignée, jolie, effectivement, décorée avec bon goût, mais qui s'occupe en fait qui s'occupe aussi de milieux demi-mondains. Elles vivent dans un milieu demi-mondain. Et cette femme nous amène dans un siècle très 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 contrasté, juste au début du XXe, c'était la fin du XIXe, c'est le début du XXe, avec les premières actrices américaines, un changement total des années 20, folle, en France, et c'est un nouveau modèle de femme qui circule très très vite, qui s'impose